Aujourd'hui, on va parler de la dysmorphophobie. C'est un thème qui est quand même assez important dans nos consultations en tant que chirurgien esthétique. On parle aussi de BDD, le Body Dysmorphic Disorder. Donc, c'est très important, je crois, que quand on est un médecin ou quand on est un chirurgien, et d'autant plus un chirurgien esthétique, de pouvoir les détecter en consultation. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion, mais pas que. On va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne? Vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. Eh ben écoute, est-ce que tu peux me dire ce qu'est la dysmorphophobie? La dysmorphophobie. Ah, dysmorphophobie. La dysmorphophobie, en fait, c'est apparenté au complexe, mais ça va plus loin que le complexe. En réalité, le patient va faire une fixette sur un petit défaut, qu'il soit réel ou imaginaire, et il ne va pas le débloquer. Donc, il va le voir tous les jours et son cerveau va lui rappeler en permanence. Ah, est-ce que du coup, c'est un défaut qui est imaginaire? Voilà, est-ce que c'est dans leur tête? Alors, c'est pas tout à fait dans leur tête, oui et non. C'est un défaut qui peut être minime. Ça peut être une bosse sur le nez, ça peut être des seins qui tombent suite à des causes réelles. La bosse sur le nez, elle est vraiment réelle. On a cette catégorie de patients qui ont des défauts réels qui existent, mais là, on a tout un panel d'importance du défaut. Ça peut être une toute petite bosse, comme une bosse très marquée, mais ça peut aussi être imaginaire. Et là, on a un souci. C'est quoi? C'est un défaut qui a toujours existé ou c'est d'actualité? Enfin, est-ce que c'est plutôt d'actualité ou c'est quelque chose qui a toujours existé depuis de nombreuses années? Alors, c'est quelque chose qui a toujours existé. Les complexes, d'une manière générale, ça a toujours existé dans la société, suite à la popularisation de la maigreur, des mannequins, etc. Je dirais que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à nos consultations en tant que médecin, en tant que chirurgien esthétique, parce que ça a été envenimé par la génération Snapchat. On pourra faire d'ailleurs un sujet spécifiquement là-dessus, par la génération filtre. Et ce sont ces patientes-là qu'on voit arriver à nos consultations qui ont des vrais mal-être. Alors, on parlait tout à l'heure du défaut réel ou imaginaire. Là n'est pas le problème. En fait, le défaut, il peut exister, mais c'est la puissance émotionnelle et c'est l'intensité que le patient va mettre dessus et avec lequel il va vivre. Et c'est ça qui devient problématique. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que c'est dans la tête des gens ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est physiologique? Alors, c'est pas tout à fait dans leur tête. En réalité, ce qui est dans leur tête, c'est la façon dont ils le vivent. C'est la violence émotionnelle qu'ils vont s'infliger suite à ce petit défaut physique. Mais en réalité, on a fait beaucoup d'études sur tout ce qui est complexe, dysmorphophobie, et c'est complètement physiologique. Alors, la physiologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chimiquement, il se passe des choses dans le cerveau. Alors, on va pas détailler toute la physiologie du cortex limbique, du cortex visuel, mais en réalité, les patients ressentent un défaut qui va troubler leur identité et qui va troubler leur vision qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est vraiment un trouble identitaire, la dysmorphophobie, et ils sont en quête de cette identité parfaite en permanence. Donc, en réalité, c'est en neurosciences, on l'a tout à fait expliqué, c'est un déséquilibre entre les hormones, dopamine, adrénaline qui est l'hormone du stress, la sérotonine qui est l'hormone du plaisir, et on a vraiment une explication chimique à ça, et c'est la raison pour laquelle il faut détecter cette pathologie, parce que c'est une maladie et qu'elle se traite en réalité. Ok. Justement, comment les patients ils le vivent? Enfin, comment le vivent les patients, quoi? Alors, au quotidien, il faut savoir que le cerveau d'un dysmorphophobe, puisque ça atteint plutôt les personnes qui sont un peu fragiles, en réalité fragiles psychologiquement, au quotidien, c'est un enfer pour les patientes. On est, encore une fois, au-delà du simple complexe. Le patient dysmorphophobe est un patient qui va être harcelé par son cerveau. On parle de vraiment une haine vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de la petite bosse sur le nez, vis-à-vis des seins qui tombent. Le patient va se voir comme une bosse sur patte,
en réalité, ou comme j'ai des exemples à la consultation, des patientes qui me disent j'ai des mamelles pour parler de leur sein, ou des patientes qui me disent je ressemble à une sorcière. Il y a une vraie violence. Ce sont des mots qui sont durs que les patients appliquent sur eux-mêmes et on ressent vraiment une vraie violence. Mais au-delà de ça, au quotidien, en fait, la dysmorphophobie, c'est associé, ça fait partie d'ailleurs de la catégorie des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. On est sur l'obsession, la compulsion. Et la dysmorphophobie va aussi, et c'est là que ça rejoint les TOC, dans le domaine de la vérification. C'est un patient qui 1000 fois va vérifier qu'il a une bosse dans son nez en se regardant dans le miroir, en se regardant dans tous les reflets. D'accord. Les reflets d'ascenseur, les reflets de téléphone portable aussi. On en parlait dans la génération Snapchat ou la génération smartphone. Le patient va tout le temps demander à son entourage, est-ce que j'ai la bosse, est-ce que ça se voit? Le patient va se priver des plaisirs de la vie, des plaisirs des photos de famille. Pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas qu'on voit sa bosse de 3/4, il ne voudra pas se mettre en maillot de bain. En réalité, c'est vraiment une obsession et ça tourne au cauchemar parce qu'on a cette obsession au quotidien, on a cette compulsion à la vérification. Il a tout le temps besoin de se rassurer, mais il n'y arrive pas parce que le cerveau le harcèle. Tu as une bosse, toute la journée, mais c'est parce que c'est un cerveau qui est malade et qui fonctionne pas très bien. En réalité, chez des patients normaux, on va pas nier l'existence de la bosse, elle est présente, mais le patient dysmorphophobe ne va pas réussir à vivre avec. Le patient normal, il s'en fout. Il a une bosse, il a des seins qui tombent. Ok, il va digérer ça, il va passer à autre chose en fait. Et en réalité, l'entourage ne le voit pas. Ou le voit, mais l'entourage passe à autre chose. Le patient dysmorphophobe va rester bloqué dans cette réalité qui est la sienne et il ne va pas en sortir, c'est un vrai cercle vicieux. Et justement, quand ils viennent te voir, c'est quoi les demandes, tu vois, quand leur demande à la consultation, justement? Alors, les demandes, au début, quand ils viennent nous voir en consultation, ça paraît comme une demande classique de consulte. J'ai une bosse, j'ai allaité mes enfants, mes jumeaux, etc. Finalement, c'est des demandes assez classiques, hein, mais on les détecte. Alors, c'est pas facile à diagnostiquer, mais on les détecte à la consultation parce que, typiquement, alors il y a le discours qu'on voit à l'anamnèse et il y a le comportement à l'examen clinique ou qu'on voit aussi pendant la consultation. Donc, la première chose, c'est que le patient va commencer à nous dire je suis affreuse, je ne sors plus de chez moi. Jusque-là, ça peut passer. On peut entendre le complexe, c'est notre métier. En fait, on est habitué à gérer le complexe en chirurgie esthétique. Les patients sont là pour ça, hein. Si tout allait bien, ils ne seraient pas devant nous. Mais c'est le patient qui va vous tenir des propos très durs. Donc là, on a des petites pistes et on commence à les détecter. Okay. Ensuite, c'est un patient qui va se vérifier 1000 fois dans le miroir. Donc, il va être devant vous à la consultation et il va prendre son miroir, il va se regarder. Donc là, on décroche du contact avec le médecin. Le patient, il rentre dans sa bulle et il commence à pédaler en fait tout seul dans son mal-être et à reproduire tous les gestes qu'il faisait à la maison. Donc, il va se regarder 1000 fois dans le miroir. On va pour autant lui dire que la bosse n'est pas si marquée que ça, mais il a besoin de se convaincre. Et lors du discours, alors quand on commence à le détecter, il y a des petites choses. Par exemple, je dis au patient, vous avez une bosse, c'est un état de fait. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi avoir besoin de le vérifier 1000 fois? Je vous crois quand vous me dites que vous le vivez mal, mais c'est un patient qui va avoir besoin de se rassurer et convaincre son médecin que cette bosse est affreuse et ce n'est pas possible de vivre avec. Et donc là, on les détecte un peu à la consultation, oui. Ok. Et du coup, c'est quoi les solutions que tu peux leur apporter? Est-ce que justement, il y a toujours besoin d'une opération ou pas forcément? Et la grande question, est-ce que ça résout leurs problèmes, justement? Oui. Alors, la dysmorphophobie, c'est un sujet qu'on pourra aborder peut-être dans un autre épisode, mais c'est le sujet de la course à la perfection. Le patient dysmorphophobe, c'est pas forcément un patient qui va courir après la perfection. C'est une autre catégorie de personnes qui est aussi pathologique, hein. Mais le dysmorphophobe, il va demander de corriger à peine quelque chose. Ben oui, parce que son défaut n'est pas si flagrant que ça. Encore une fois, on n'est pas sur le complexe réel. Alors, la chirurgie ne va pas résoudre tout. C'est comme si un psychopathe qui a une vraie maladie physiologique, psychiatrique, le psychopathe, ça va pas résoudre son problème de tuer des gens. Pourtant, c'est quelque chose qui peut résoudre son problème à lui, mais on va pas lui demander tuer plein de gens et vous irez mieux. Non, c'est exactement la même chose. Le dysmorphophobe, ça serait lui rendre service de répondre à sa demande, de corriger la toute petite bosse, toute minime, mais en réalité, son cerveau va s'ennuyer.
et son cerveau va le harceler et va prendre une autre cible. Donc si ce n'est pas le nez, son cerveau va déplacer son centre d'intérêt vers les seins ou vers des hanches qui sont trop généreuses ou vers des petits détails. Et donc finalement, on ne va pas lui rendre service à l'opérer tout le temps. Donc les solutions pour ça, quand on arrive à les détecter, et encore une fois, ils sont vraiment pas faciles à détecter, surtout sur le temps d'une consultation, mais c'est ce temps, on doit vraiment leur accorder, donc il faut d'abord les écouter. L'autre solution, c'est de leur proposer des soutiens psychologiques. Pas seulement des soutiens, c'est qu'idéalement, il faudrait les guérir. Il faudrait les soigner, ces patients-là. Mais comme tout en chirurgie, ce sont des patients qui le vivent très mal. Ils n'acceptent pas le fait qu'on leur propose d'aller voir un psy parce qu'ils sont pas fous, ils se sentent pas fous. Mais le psy, c'est pas que pour les fous. L'idéal, ça serait qu'ils fassent une thérapie cognitivo-comportementale. Mais c'est très difficile de dire ça à un patient qu'on va voir 30-45 minutes à la consultation. Mais avant toute chose, j'ai envie de dire, on est aussi médecin. Et c'est aussi à nous, on est aux premières loges et on est les premiers filtres, on fait partie de leur première demande. Et c'est aussi à nous de justement décaler la demande de chirurgie. Alors on ne va pas parler de la technique de rhinoplastie, on ne va pas parler des prothèses mammaires. Je pense que nous, en tant que médecins, notre rôle, qui est de les avoir détectés, c'est de pouvoir les aider à ce moment-là sur le petit temps qu'on va les accompagner, parce qu'il faut se dire que dès lors qu'on va parler de soutien psychologique à un patient, c'est un patient qu'on risque de ne pas revoir, surtout qu'on va lui dire qu'on ne va pas l'opérer. Là, on a un rôle à jouer. Je pense que c'est essentiel, c'est de les détecter et de leur proposer « Ok, je vais vous opérer, mais il faudrait d'abord que vous vous fassiez soigner pour ce trouble obsessionnel compulsif par une thérapie cognitive comportementale. Ensuite, l'idéal, c'est de les accompagner et peut-être de décaler un peu le problème et le programme thérapeutique. Alors, par exemple, on peut proposer, si c'est des injections ou autre chose, on peut proposer de faire quelques injections à peine, de corriger à peine. Donc là, le patient, il va être copain avec nous parce qu'il va se dire, elle m'entend, et peut-être qu'elle comprend mon appel à l'aide, puisque ce sont souvent des appels à l'aide. Donc on corrige à peine, c'est des patients qu'on va proposer de revoir. On va parler des prothèses mammaires, si c'est un sujet sur les seins, mais sans vraiment rentrer dans le sujet. On va leur proposer peut-être... Alors en chirurgie, on n'a pas de solution, c'est blanc ou noir. Soit on les accompagne au bloc et on répond à la demande, ou soit on ne les accompagne pas. Mais on va leur proposer d'y aller en douceur, en fait. Bon, chaque patient est différent, chaque projet est différent, mais je dirais qu'une fois sur deux, ce sont des patients... en tout cas en première intention qu'on refuse d'opérer et souvent en deuxième intention qu'on n'opère pas. En tout cas, opérer un dysmorphophobe, on ne lui rend pas service parce qu'on ne va pas rendre service à son cerveau parce que son cerveau ne lui veut pas du bien. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que ces patients, ils sont en danger ? Ça peut être des patients qui sont en danger, oui, tout à fait. Alors, ce ne sont pas des patients qui sont en danger de passage à l'acte. C'est pas des patients qui vont se donner la mort, par exemple. Ce sont des patients qui sont mal dans leur peau, dans leur être, en quête permanente d'une identité irréelle, en réalité. Mais ce sont des patients qui peuvent être en danger dans le sens où ils vont avoir tendance à aller chez d'autres praticiens qui vont peut-être répondre à leurs demandes. Là est le danger. Ce ne sont pas des patients qui vont se faire du mal, forcément, qui vont se mutiler, mais ce sont des patients qui ne vont jamais être bien, en fait, qui vont jamais aimer leur corps, qui vont jamais aimer leur personnalité. Je crois que là où c'est important de le détecter parce que ça peut aller plus loin, et c'est là qu'il faut le vérifier à la consultation, ce sont des patients qui peuvent avoir des troubles alimentaires. Donc, là, ça peut amener vers tous les troubles du comportement qu'on connaît, type l'agoraphobie, des patients qui ne seront pas heureux en société. L'isolement, ce sont souvent des patients qui s'isolent parce qu'ils refusent d'être en soirée, parce qu'ils ont une bosse sur leur nez. C'est des troubles alimentaires, des troubles d'isolement, c'est ça qu'il faut détecter. Et en ça, oui, ils peuvent être en danger psychologique en tout cas. Quand on est un patient et que je pense que quand on a un projet de chirurgie esthétique, c'est très important d'en parler à son médecin. Alors peut-être qu'on peut déjà en parler à son médecin traitant qui nous connaît finalement, puisque le chirurgien esthétique, on le voit pour la première fois. Il faut savoir qu'il y a l'émotionnel aussi, le stress de la première consultation. C'est très important pour nous en tant que chirurgien de pouvoir aider ces patients-là. Et donc... l'idée, c'est de pouvoir donner des informations. L'idée, c'est si en tant que patient,
toi tu es un patient et que tu te reconnais dans ces propos-là, on va développer des petites vidéos pour pouvoir expliquer aux patients qui se reconnaissent dans la génération Snapchat ou même des patients plus âgés qui ne sont pas génération Snapchat, parce qu'il n'y a pas que la génération réseaux sociaux qui peut souffrir de ce genre de troubles. C'est de nous suivre sur les réseaux, parce qu'on va, en tant que médecin, on a un devoir d'expliquer aux patients ce qui se passe à la consultation et ce dont ils peuvent souffrir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.